le journal de ma mémoire, la relation, le récit des événements qui ont changé le visage du monde à tout jamais. J'écris ici mon histoire véritable. Ah, c'était un homme de haute taille, robuste et noble de maintien. Il n'était plus le temps de faire demi-tour déjà. L'amiral avait donné l'ordre d'appareiller. L'aventure commençait. Très rapidement, je dus apprendre les rudiments de la navigation et croyez-moi, dans un premier temps, je me perdais souvent à bord de la Santa Maria. Les marins plus aguerris, plus expérimentés, étaient rudes avec moi sous prétexte que la moindre erreur de navigation pouvait mettre en péril la vie. Ce qui est à la fois très peu pour faire naviguer un tel bateau et beaucoup, oui. Ah, beaucoup trop, car il y avait peu de place pour vivre et peu de place pour dormir. On n'allait pas penser que nous dormions à l'abri dans les cales du navire, dans les calais. De mon premier voyage vers le Nouveau Monde, la peur était partout. Oh, je n'oublierai jamais la première fois que je dus grimper tout en haut du mât pour affronter mon vertige et atteindre la vigie à près de 30 mètres au-dessus de la surface de la mer. Au cours de mon premier voyage, la peur était partout. Parmi tous les monstres marins que nous redoutions le plus, c'était sans les doutes le serpent de mer qui peuplait mes cauchemars. Le serpent de mer, je l'imaginais s'élevant au-dessus de la coque, s'enroulant autour du grand mât avant de s'abattre sur moi avec sa gueule ouverte et ses crocs immenses. On disait qu'une frégate, qu'un bateau espagnol avait jadis été attaqué au large des côtes africaines. Les Espagnols s'étaient rendus et avaient demandé grâce pour éviter le pire. Malgré cela, les pirates avaient pris le butin, mis le feu, embrasé le bateau et laissé périr tout l'équipage espagnol dans les flammes. Mais ils n'avaient pas eu le temps de se réjouir de leurs méfaits. Venus des profondeurs sous-marines, un poulpe, une pieuvre d'une taille monumentale avait soudainement jailli comme attiré par la chaleur du bâton en flammes. De ses tentacules titanesques, il avait enlacé le bateau des pirates et l'avait comme aspiré dans les profondeurs aquatiques. Les cris des marins mourants noyés avaient résonné longtemps comme une plainte sourde dans les entrailles de la mer. À bout, on fait un terrier. Au bout du bout, il y a un lapin. Un lapin. Le lapin sort du terrier, vite. Fais le tour de l'arbre, rentre dans le terrier. On tire les deux extrémités. Non. Tu t'appelles comment? Comment? Mehdi. Ah, comme ça? Ça, c'est un nœud de chaise. Ça, c'est un nœud de Mehdi. Le nœud de Mehdi. Ça fait un nœud de Mehdi. Va t'asseoir! Le sifflet de Moscou pour prévenir l'équipage d'un danger imminent. Ce sifflet est très pratique. Il marche même humide, presque souple. Le sifflet de Moscou. Aucune terre n'était en vue. Aucune terre. Et même si le roi Ferdinand d'Espagne avait promis 10 000 maravédis, 10 000 pièces d'argent aux marins qui le premier annoncerait la terre en vue, toujours rien. Rien à l'horizon, ni continent, ni Asie, ni Inde, rien. Nous perdus au milieu de nulle part. Une coquille de noix
dans une immensité d'eau. Et les marins doutaient chaque jour un peu plus des capacités de Christophe Colomb à mener à bien son expédition. Lui-même montrait des signes d'impatience. On le voyait de plus en plus sur le pont avant avec ses instruments de mesure à la main. Tantôt il vérifiait sa boussole, tantôt il réglait son astrolabe. Alonso, mon ami, m'avait expliqué comment les marins faisaient pour se repérer dans cette immensité, alors que, pour moi, à l'époque, la mer ressemblait tant à un désert. Personnellement, j'avais beau regarder de chaque côté de la Santa Maria, rien. Absolument rien. Rien ne venait perturber cet horizon infini. Christophe Colomb utilisait principalement la boussole, l'astrolabe, le locle, le sablier et le portulan. Une fois revenu en Espagne, j'ai pris le temps d'apprendre le fonctionnement de toutes ces étranges machines. La boussole tout d'abord. La boussole, c'est un outil bien pratique pour retrouver le nord. Il ne s'en séparait jamais. L'astrolabe sert à mesurer la température de... Un jour, le monde changea. Pour toujours. Quand soudain, je fus réveillé par un cri. C'était Rodrigo de Triana, qui était à la vigie de la Pinta et qui hurlait à s'en déchirer les poumons. Terre! 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 Le 12 octobre 1492, nous étions dans les chaloupes, les petits bateaux arabes, bien décidés d'être les premiers à poser le pied sur ce nouveau territoire. Cet honneur revint à Christophe Colomb. Dès que son bateau accosta, il sauta rapidement sur la plage. Il avait la bannière espagnole à la main. D'un geste vainqueur et conquérant, il la planta sur la plage de cette île qu'il appela San Salvador. Il venait d'offrir à l'Espagne un nouveau territoire, mais pensait lui-même en tirer un immense honneur. Ce vulgaire fils de marchand italien devenait gouverneur et vice-roi. De s'intéresser à son nouveau peuple que pour une seule raison. L'or. Il avait cherché un marin qui parlait arabe, hébreu et chaldéen, d'interroger ces populations sur leur richesse. Allez regarder, j'avais compris tout de suite. Nous avions affaire à un peuple pauvre et innocent. Ces soi-disant sauvages, eux-là, ils nous accueillaient comme des dieux descendus du ciel, mais en bateau. Ils se confiaient à nous. Ils nous offraient leur terre. Ils nous offraient leur richesse. Mais l'or n'était toujours pas au rendez-vous. J'ai gravé mes souvenirs pour ne pas les oublier. Cette passion pour le dessin et le croquis ne me quitta plus. Ce n'est qu'au cours de mon second voyage que j'appris tous les honneurs qui avaient été faits à Christophe Colomb. Il avait été anobli, et présenté à la cour du roi d'Espagne comme un grand de ce monde. Les indigènes qui l'avaient ramené avaient été exhibés au public comme des animaux de foire. Des animaux! C'est ainsi au cours de mon premier voyage vers le Nouveau Monde que je découvris les délices de l'amour. J'avais entendu dire que Christophe Colomb s'apprêtait à repartir pour l'île espagnole des Indes orientales. Hispaniola, je n'ai pu résister à l'appel du large. Et j'avais hâte de retrouver mon ami Alonso qui était resté dans le fort. Il aurait tant à me raconter. J'avais hâte aussi de partager avec lui mes doutes quant à la découverte de Christophe Colomb. Sur l'île Sainte-Croix, l'équipage fut attaqué par des flèches empoisonnées. C'est ainsi que l'expédition connut ses premiers morts. Mais l'horreur fut totale le jour où nous avons accosté sur Hispaniola. Je me réjouissais de retrouver mon ami, mais à la place du fort que nous avions laissé, à la place du fort, nous n'avons retrouvé que des cendres. Des cendres. Les 39 marins qui étaient restés sur l'île avaient tous disparu. Christophe Colomb montrait des signes de fatigue. La maladie l'affaiblissait. Il était dans l'incapacité réelle de gouverner. Pour montrer sa puissance, il fut arrêté et déporté injustement un des chefs indigènes, du nom de Caonabo. Cette arrestation mit le feu aux poudres. Ce fut le début des révoltes indiennes. Nous,
pour réprimer ces révoltes. On fit couler le sang, beaucoup de sang. Nous étions en train de les exterminer. Le corps de ma belle indigène morte parmi tant d'autres. Elle était morte. Un tiers de la population indienne avait péri. Ils avaient péri par la faim exploitée dans les mines d'or, par les maladies nouvelles transmises par les Espagnols et par les armes des conquistadors. Quels enseignements notre civilisation doit-elle tirer de ces grandes explorations? Tout d'abord, il serait faux de penser que Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Il serait faux de penser cela. Pour découvrir, il faut certes trouver. Enfin, Christophe Colomb est-il le grand navigateur que l'on veut nous faire croire? Est-il vraiment parti à l'aventure? Non, nous savons désormais qu'il ne partait pas au hasard. Il savait en quittant Palos qu'il y avait des terres de l'autre côté de la mer. Il le savait.